pour aborder cette thématique qui m'a beaucoup stimulé cet été. Au moment de la mûrir, j'ai choisi de faire un truc que je fais assez rarement, qui est d'écrire entièrement la conférence que je vais lire. C'est assez nouveau pour moi, je ne fais pas ça d'habitude. Je lirai ce texte sur des planches qui vont être composées de photographies d'auteurs et de couvertures de livres à chaque fois. Alors évidemment, ça pourrait être un peu décevant parce que l'intérêt quand on peut improviser un petit peu à l'oral, c'est aussi celui de faire des liens avec ce qui s'est dit juste avant. Et là, j'aurais eu beaucoup de plaisir et beaucoup de sujets pour faire des liens avec ce qu'a dit Mara Schaffner. Ce qui est drôle, en revanche, c'est que vous allez voir que même dans ce texte écrit, figé à l'avance, en fait, il y a énormément de choses qui vont entrer en résonance avec ce qui a été dit précédemment. Pour terminer cette introduction, je dirais que ça a été, pour moi, de travailler là-dessus, c'est à la fois comme une forme d'introspection qui m'a amené à re-questionner des choses sur lesquelles je travaille depuis longtemps, et en même temps, je l'ai vécu comme une forme de mise en scène, comme le travail d'un dramaturge, un peu quelque part, d'idées qui ne sont pas les miennes, voilà, dans lesquelles j'étais simplement un passeur. Je voudrais tout d'abord commencer par dire ma profonde méfiance à l'égard des gestes transitionnels, mon aigreur au sujet de ces petites actions accessibles au quotidien pour se donner bonne conscience. Tout ça ne suffira pas à arrêter la catastrophe écologique à l'œuvre. C'est une banalité en fait que de le dire. C'est d'une autre philosophie de vie, en fait, d'une autre cosmologie dont nous avons aujourd'hui besoin. L'enjeu, c'est celui d'une reconstruction presque totale de notre rapport à ce qu'on appelait autrefois la nature, le sauvage. La destruction des milieux et de leur écosystème, l'extermination assez méthodique et complète du vivant, le dérèglement et le réchauffement climatique, tout ça part en vérité d'une volonté de puissance. Puissance au sens d'une domination de l'autre, domination sur l'autre. Mais pouvons-nous, comme nous y invite Starhawk, inverser cette tendance au profit d'une compréhension de la puissance comme force intérieure, comme énergie vitale, comme capacité d'être et d'agir? Un agir non destructeur, en somme. À nouveau, c'est toute une décolonisation de l'imaginaire qu'il faudrait opérer. Et une des difficultés à laquelle nous devons faire face, c'est l'invisibilité de cette puissance mortifère. Notre monde éloigne nos perceptions et nos réflexions des lieux du drame. Il masque tant les modalités que les conséquences de cette domination sur les peuples, les animaux, les lieux, les matières, bref, de cet écrasement généralisé de toute forme d'altérité. De sorte qu'il faut aujourd'hui faire un effort d'enquête et de remise en question assez considérable pour pouvoir saisir le réel, caché ou rendu spectaculaire, ça revient au même, le réel mis à distance. C'est dans ce contexte précis qu'on peut faire appel à la cosmologie biorégionaliste. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une biorégion? La biorégion, c'est deux choses à la fois. Une première acception propose de définir la biorégion comme une région nature-culture, c'est-à-dire ni comme un territoire culturel et anthropocentré, territoire gestionnaire d'un environnement vu comme un pur moyen, ni comme une écorégion, une région uniquement définie sur des critères naturels. En d'autres termes, la biorégion, c'est un anthropo-écosystème. Le premier critère pour penser les contenus et les contours de cette biorégion, nature culturelle, c'est le bassin versant, c'est-à-dire le fleuve et ses affluents, de la source à l'embouchure, avec tous ses contenus humains et non humains, ses villes et ses forêts, ses routes et ses lacs, son climat, ses sols, ses habitants, habitantes, ses animaux et ses végétaux. De ce point de vue, parler biorégion, c'est penser la composition de la biosphère et la singularité de chacune des parties qui la composent. Une deuxième acception du terme, c'est que la biorégion, c'est aussi un imaginaire réhabitant. La biorégion est spirituelle, intérieure, fantasmée. C'est quelque chose qu'on se raconte. C'est ce qu'on réhabite. Parler de biorégion, c'est répondre de façon plus écocentrée à la question « Où est-ce que j'habite ?» pour la transformer en « Avec qui est-ce que je cohabite comme animaux, végétaux, sols, écosystèmes au sein de ce bassin versant qui ne m'appartient pas, mais auquel je contribue et que je transforme même malgré moi ?» En ce sens, parler de biorégion, c'est toujours parler de bassin versant, mais cette fois dans une optique non plus cartographique ou géographique, mais symbolique et pédagogique. L'enjeu est de changer de représentation du monde pour réapprendre à voir, à connaître ce milieu, en prendre soin, et se rendre compte éventuellement qu'on en est très loin aujourd'hui. La première prise de conscience, dans ce sens, c'est celle de notre inculture. Nous ne savons plus rien d'où nous vivons.
Le premier pas, donc, c'est la modestie, l'attention et la patience. Pour bien saisir ce qui est en jeu dans cette idée biorégionaliste, il faut se rappeler de ses origines diggers. Nous sommes à la fin des années 60 à San Francisco, en plein Summer of Love hippie. L'imaginaire inventé par le mouvement diggers est ouvert, artistique, radical, créatif, pragmatique, alternatif, joyeux. Les mots d'ordre, gratuité et liberté. Ce qui compte, everything is free, do your own thing. La meilleure source sur le sujet reste encore le film réalisé par Alice Gaillard et Céline Devanceur en 1998. À la première conférence internationale sur le climat de Stockholm en 1972, un digger s'est fait le porte-parole des initiatives réhabitantes qu'il observait. C'est Back to the Land, des sortes de néo-ruraux radicaux. Et il est revenu de Stockholm à la fois avec la conviction qu'aucune écologie ne pouvait exister contre les peuples, et en même temps qu'il ne fallait rien attendre des dirigeants internationaux sur le sujet. Le mouvement écologiste doit venir des peuples eux-mêmes. Il fallait politiser et populariser à la fois la question écologique. Ce digger, c'est Peter Berg. Et il n'était pas seul, puisque toute sa vie militante s'est construite aux côtés de Judy Goldhaft, sa compagne et coéquipière dans cette aventure biorégionaliste qu'ils ont inventée et développée ensemble. Ça, dès 1973, avec la création de la Planet Drum Foundation, qui est devenue en quelque sorte le cœur du réseau biorégionaliste nord-américain, Peter et Judy sont les araignées au centre de la toile et ils centralisent ce qui va rapidement devenir un mouvement écologiste international. Ce mouvement n'est pas unitaire, il est pluriel, controversé, expliqué de différentes façons par des auteurs et autrices au parcours et intérêts variés. Il est toutefois assez simple, si on suit l'impulsion donnée par Peter et Judy, de constater à quel point l'idée biorégionale est dans la continuité totale de l'aventure Diggers qu'ils avaient portée précédemment. C'est un mouvement généreux, très pragmatique, aux accents artistiques et à la folie joyeuse. C'est d'un réensauvagement intérieur dont il s'agit. Non pas une réappropriation des paysages, pas plus une romantisation du sauvage, pas non plus une esthétisation du naturel. Non, la proposition biorégionaliste est d'apprendre à réenvisager sa vie comme partie prenante des écosystèmes, à considérer son corps comme situé dans une continuité mammifère avec le vivant autre qu'humain. Réapprendre à voir que nous n'avons pas à choisir où atterrir, mais plutôt que nous n'avons jamais quitté la Terre et que nos pieds foulent d'ores et déjà un sol cohabité avec d'autres. Ce biorégionalisme-là, je me répète déjà, n'a rien de passéiste. Nourri au dôme géodésique de Buckminster Fuller, à la permaculture naissante, au bioclimatisme passif et au réemploi de matériaux, à la manière de Michael Reynolds, il est en lien avec toutes les expérimentations du design alternatif d'alors. De fait, on ne sera pas surpris de retrouver par exemple Nancy Jack et John Todd dans les ouvrages biorégionalistes, avec leurs bioshelters et autres modèles d'agriculture urbaine précurseurs. C'est une révolution avant-gardiste et non d'un conservatisme territorial dont il s'agit. D'une certaine façon, on pourrait dire que le biorégionalisme, c'est une formulation pragmatique et située de l'écologie profonde du philosophe Farnes. C'est pour cette raison précise que j'ai proposé dans mes travaux de considérer qu'il s'agissait d'une forme d'antispécisme. Non pas pour avancer que les biorégionalistes étaient véganes, ce n'était pas le cas, mais pour insister sur le fait que le concept de spéciste n'a pas précisément été développé pour désigner des gens qui passent leur vie entre leur potager et leur compost, des projets de restauration écologique participatifs et une militance intellectuelle et politique pour une meilleure considération du non-humain. Ainsi en va-t-il des bassins fluviaux de la conscience, dont parle Giuseppe Moretti, biorégionaliste italien de la première heure, cofondateur de réseaux et de revues, auteur et traducteur, conférencier, organisateur d'événements biorégionalistes en Italie depuis la fin des années 80. Giuseppe Moretti est agriculteur biologique dans la plaine du Pô. Il a aussi édité pendant plus de 20 ans cette revue, au titre éloquent, Lato Selvatico, le versant sauvage. Certes, les concepts ne sont pas figés, et c'est une bonne chose. Mais si le biorégionalisme était assimilé à une patrimonialisation des territoires, alors je serais le premier à l'abandonner. Car dans un contexte comme le nôtre, de repli sur soi, nationaliste, xénophobe, paranoïaque et abrutissant, dans un tel contexte, prôner un localisme vert, conservateur et anthropocentré, c'est faire le jeu de l'extrême droite. À gauche sur l'image, un livre sur lequel je suis tombé par hasard chez mes parents. L'arbre lorrain par excellence est le mirabilier. Il s'est si bien adapté à notre climat et à notre terre qu'il a pris certains traits de notre race.
modestie, indépendance et une très grande générosité de cœur. Ça, c'est pas du biorégionalisme, c'est de la bêtise datée particulièrement dangereuse. Les biorégionalistes américains, eux, se sont tournés vers les peuples autochtones amérindiens dès les origines. Ils ont cherché à en comprendre leur sagesse, leur ensauvagement intérieur. À gauche sur l'image, cette fois, la couverture du numéro Biorégion d'une revue 81, on y voit une carte des États et nations habituels, déchirée par des peuples de tous âges et de toutes couleurs de peau, déchirée pour réouvrir sur des géographies plus légèrement habitées. C'est ça le biorégionalisme. La nature comme figure de reliance, dirait Chris Younes, justement pour permettre une société multiculturelle, ouverte. Alors peut-être qu'on pourrait aussi entendre ce réensauvagement intérieur dont je cherche ici à témoigner d'un point de vue spatial. Un réensauvagement domestique. Ou plutôt une porosité du chez-soi aux éléments, aux vivants, aux intemporalités de la nature. Voilà du reste une image issue du même numéro de 81, où l'enfant semble avoir deux papas et une maman, et où c'est l'homme qui fait le service à table. Il n'y a plus vraiment d'intérieur ni d'extérieur, quoiqu'on ne soit pas non plus dans le dénuement total. Depuis la création de la Planet Home Foundation en 1973, Peter et Judy ont vécu dans une petite maison de San Francisco. Ce ne sont donc ni des ruraux, ni des anti-urbains, ni des punks à chiens. C'est pour la rime. Peter Berg a d'ailleurs co-rédigé en 1989 un Green City Program pour la baie de San Francisco. Le livre a eu énormément de succès et d'impact, et il est assez intéressant de noter que l'éditeur a un jour cessé de le réimprimer, tant la grande majorité des propositions de l'ouvrage, considérées à sa sortie comme utopistes, avaient depuis lors été mises en œuvre par la ville de San Francisco. Lorsque j'ai attaqué la rédaction de mon propre manifeste biorégionaliste en 2017, rien ou presque n'était disponible en français sur le sujet. Depuis, les choses ont un peu changé. Mais il n'y a toujours que cet ouvrage presque qui tente de faire le lien entre cette philosophie et la discipline architecturale. À l'époque, j'avais beaucoup aimé travailler avec l'artiste Emmanuel Constant, qui a réalisé les dessins du livre. Mon idée, c'était qu'il fallait souligner dans les dessins que tout restait à inventer, que c'était ouvert, à saisir. Je ne voulais surtout pas qu'on puisse diviser le monde en deux catégories, ce qui est biorégionaliste et ce qui ne l'est pas. Aujourd'hui, après 3 ans de recherche et de débats constants sur le sujet, j'ai le sentiment d'avoir un peu évolué. J'aurais moins de réserve à donner quelques exemples de projets architecturaux dont je pense qu'ils pourraient faire de bonnes références pour une pratique architecturale biorégionaliste. Et en même temps, j'ai plus fortement encore le sentiment qu'une théorie biorégionaliste architecturale complète et solide reste encore à fonder, épistémologiquement parlant. En d'autres termes, on ne s'en sortira pas juste avec quelques belles références de choses qui se font déjà, sans tuer la poule dans l'œuf. Ici, c'est un clin d'œil à un bâtiment de Philippe Madec qui vient de brûler. J'ai tenté de le dire, l'idée biorégionaliste est celle d'un changement de paradigme intérieur. C'est un autre imaginaire, une autre philosophie de vie. D'où la présence de toutes ces images, ces dessins, ces cartes, ces photos de l'univers biorégionaliste. Ils ont une vraie valeur. Ils participent à la décolonisation de nos imaginaires. La formule est de Serge Latouche. Cette idée biorégionaliste n'aboutira pas, toutefois, si nous ne la confrontons pas aussi à ce monde dans lequel nous vivons, cet imaginaire actuel dans lequel nous devons habiter malgré nous, tant bien que mal. D'autant que, comme Bachelard l'a bien remarqué, je cite, « On veut toujours que l'imagination soit la faculté de former des images. Or, elle est plutôt la faculté de déformer les images fournies par la perception. Elle est surtout la faculté de nous libérer des images premières, de changer les images. » Plus d'un demi-siècle plus tard, George Didier Huberman a quant à lui cette remarque très stimulante, je cite, « Il n'y a donc pas d'image qui, en soi, nous laisserait muets, impuissants. Une image sur laquelle on ne peut rien dire, c'est en général une image qu'on n'a pas pris le temps, mais ce temps est long, il demande du courage, je le répète, de regarder attentivement, de se réinquiéter à chaque fois. » Nous devrions collectivement nous interroger devant chacune des scènes que nous croisons quotidiennement, qu'elles soient effarantes ou tout à fait banales en apparence. Qu'est-ce que j'en pense? S'agit-il d'un monde équitable, soutenable, désirable? En quoi est-ce que je contribue à cette réalité, même malgré moi? Et éventuellement, comment puis-je réorienter ma propre vie, dès à présent, pour qu'elle ne participe plus à ce désastre généralisé, voire, si possible, qu'elle participe à le contrecarrer? Car il y a tout de même des conditions de possibilité du sauvage. Or, plus il y a de palmiers en plastique, et moins la terre est fertile pour les vrais palmiers.
Aucune sortie de l'anthropocentrisme n'est envisageable sans sortie simultanée de l'ethnocentrisme d'une part, Marin l'a bien dit, et de la pensée progressiste d'autre part, Marin aussi l'a bien dit. Il est moralement intenable de continuer l'exploitation des êtres et des milieux au nom d'un progrès occidental supérieur, d'autant qu'il n'y a pas d'hiérarchie dans la technique. Pierre Clastre l'a bien montré un certain temps avant Marin, le fusil n'est pas supérieur à l'arc. L'arc est parfait pour son monde, le fusil pour le sien. Mais voilà, nous sommes pris dans un univers de signes, de symboles et de simulacres qui jouent et séduisent nos habitudes cognitives. Ils nous enferment éventuellement dans un univers clos, hyper réel, bouclé sur lui-même. Le triomphe de l'image, c'est ça, un monde de pseudo-événements au service d'une société du spectacle. La production culturelle à tout prix. Auteurs, autrices, architectes, designers, conférenciers, conférencières, à quel point participons-nous, nous aussi, à cette industrie culturelle tautologique ? Elle est aussi une des forces qui nous détournent de la biosphère et de son état de santé préoccupant. Voilà l'état du monde actuel qu'il s'agit de penser au filtre biorégionaliste. Si on prend ces images, l'exercice frise l'absurde. Reste toutefois à comprendre, pour opposer cette fois les contraires de façon volontairement caricaturale, si nous préférons choisir le réensauvagement terrestre frugal ou l'abrutissement numérique énergivore. Je suis architecte, ça a été dit, et j'enseigne en école d'architecture. Et autour de moi, bon nombre d'architectes sont fiers d'affirmer que leur discipline n'a que très peu évolué au fil des millénaires. Quelle fierté lorsqu'ils peuvent démontrer qu'un principe de Vitruve ou d'Alberti peut s'appliquer dans un exemple contemporain. Mais imagine-t-on la même chose en médecine ? Un médecin fier de pouvoir dire que la médecine n'a pas évolué depuis Hippocrate. Ou un physicien heureux de dire qu'on en sait aujourd'hui autant que Newton. Ou dans l'art, ça ne change rien. Un peintre affirmait que rien n'a changé depuis Botticelli. Pour ma part, j'ai mis mon énergie à démontrer que l'architecture est aujourd'hui, en tant que discipline, en voie d'obsolescence avancée. Ce qui pose des questions théoriques et épistémologiques complexes, sur lesquelles je continue à travailler, qui sont bien loin d'être résolues, des questions notamment de définition et d'acception du terme architecture. Qu'est-ce que l'architecture ? L'obsolescence de l'architecture, cependant, n'est pas une chose négative, c'est un choix qui se pose à nous. Trois choses. Soit nous en prenons acte, et nous abandonnons cet art plurimillénaire de la pensée des établissements humains. Après tout, nous pouvons aussi vivre et habiter sans architecture. Soit nous souhaitons collectivement faire le choix de conserver cet art, et alors il faut le faire en considérant bien que c'est ce monde qui rend l'architecture obsolète, ce monde tout entier, qu'il va nous falloir changer pour qu'elle retrouve pleinement son sens archaïque. Soit nous acceptons, troisièmement, une métamorphose radicale de l'architecture, presque totale en fait. Dans tous les cas, on ne peut plus ignorer cette obsolescence. On ne peut plus faire semblant que tout va bien en tant qu'architecte, que cet art antique est bien adapté à cette modernité liquide accélérée capitaliste ouverte. Changer le monde ou changer l'architecture en quelque sorte. Difficile toutefois d'espérer changer le monde par l'architecture. Elle n'est pas faite pour ça. On ne lutte pas contre des discriminations sociales ou des destructions environnementales à coup de perspectives, de proportions et de structures lumière. En attendant, on peut par contre, en tant qu'architecte, urbaniste, designer, tenter de faire le moins de mal possible. Rester dans une éthique minimaliste, ne pas nuire. Cesser de nuire, ce serait plus modeste et ce serait déjà beaucoup. Des choses stimulantes existent d'ores et déjà, des œuvres qui ne font pas de choix entre art et frugalité, ouverture infinie, modestie. Des œuvres au sens fort du terme, parce que des folies, mais des folies qui nous tournent vers le terrestre au lieu de nous en éloigner. Si elles n'arrêteront pas la destruction à l'œuvre, elles pourraient tout de même servir de trait d'union, en s'avérant compatibles avec un potentiel univers biorégionaliste, ce qui à nouveau serait déjà beaucoup. La vie dans les ruines du capitalisme impliquera avant tout autre chose que du design, de l'architecture, de l'urbanisme, de l'expertise, des réunions et des rendus de concours, des DCE agrafés, des menus déroulants et des imprimantes grosses comme des frigos. La vie dans les ruines du capitalisme, beaucoup la vivent déjà, mais nous détournons le regard. Qu'il s'agisse d'un toit ou d'un sol, d'un mur ou d'une assise, l'architecture biorégionaliste, art archaïque actualisé dans le capitalocène pollué et polluant qui est le nôtre, pourrait nous servir. À la fois à sortir au plus vite de la modernité et ses mythes, et en même temps à reconstruire un autre univers, éthique et esthétique, plus terrestre, plus équitable et forcément moins anthropocentré.
De quoi avons-nous besoin pour accueillir l'ipséité des individus, la singularité des individus, et l'identité des communautés? De quoi avons-nous besoin pour concevoir et construire, en accompagnant ce besoin intime des êtres humains, d'incarner un récit singulier et choisi à la fois? Les théories de la Renaissance sur la belle proportion, les idéologies modernes sur l'architecture et la vie bonne, les essais théoriques postmodernes sur la sémiologie de l'espace nous aideront-ils à construire des plurivers? Pour ma part, je trouve plus efficace, pour ma pratique d'architecte, et plus moralement souhaitable de façon générale, de relire Zygmunt Bauman, Ivan Illich, Mona Chollet et Deborah Rose. L'art, l'architecture et le design du régionaliste pourraient se placer beaucoup plus librement et plus créativement, plus modestement aussi, au service du vivant, sous toutes ses formes. Ce sont les formes de mutualisme interspécifique, c'est-à-dire entre espèces, les symbioses vivifiantes entre espèces, qu'il nous faut accompagner par l'espace, l'objet, la forme, la fonction, la dimension et la matière. Voilà qui me semble être une nourriture intellectuelle satisfaisante pour le concepteur et la conceptrice biorégionaliste. De nombreux textes existent déjà à ce sujet, qui nous aident à prendre conscience des multiples formes d'habitation humaines et non humaines des anthropo-écosystèmes. Ce ne sont pas des manuels disciplinaires sur la conception et la pratique, sur la méthode et la réglementation. Et c'est bien en ça qu'ils sont stimulants pour l'esprit et la main qui esquissent, lentement et maladroitement, sur le calque, des contours à la matière. Ils posent la question, quelle place voulons-nous laisser aux animaux domestiques, aux animaux sauvages et aux animaux liminaires qui peuplent nos milieux urbains? Il faut relire à ce sujet les travaux précurseurs des zooféministes américaines. Je pense notamment aux travaux de Jennifer Walsh, qui fonda en 1996 l'idée de zoopolis, avec une adresse très explicite aux urbanistes de son temps, accusés à juste titre d'avoir complètement oublié l'animal. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Qui plus est, nous nous bornons à maintenir notre position très spéciste sur le sujet. Il faut complexifier ce débat historique pour le penser d'une façon moins anthropocentrée. Des philosophes tels que Julie Botté réfléchissent aujourd'hui brillamment sur cette question, qui n'est pas le cœur de mon intervention du jour, de sorte que je ne limiterai ici qu'à rappeler à quel point l'humain n'est pas le seul configurateur de cette planète. C'est une évidence que redécouvrent et redémontrent aujourd'hui des biologistes comme Franz Vera par des expériences concrètes de réensauvagement ici ou là. Nous ne sommes pas les seuls designers de ce monde. Ça, c'est une photo de mon père, prise par mon grand-père. Avec cette image, je propose une pensée d'un monde un peu nostalgique que je n'ai pas connu. Un monde mécanique, accessible, réparable, saisissable par la main et par l'esprit. Loin de l'hypertechnologie, de l'accélération et de la mise en obsolescence qui font de la grande majorité des objets sans lesquels nous ne savons plus vivre, ce monde, pas si lointain, me semble à reconstruire. J'aime croire, fantasmer, qu'il était plus libre. Dans mes rêves, une désobéissance civile généralisée devrait réinventer les conditions de possibilité d'une vie collective à la fois plus autonome, plus libre, plus créative et plus présente aux choses. Mais cette société conviviale, au sens d'Ivan Illich, peut-elle être bâtie par les communautés réhabitantes dans les univers urbains que nous, architectes, concevons? Dans le système des objets que vous, designers, établissez? Une ZAD peut-elle prendre place absolument n'importe où? Peut-être. Historiquement, pour beaucoup, l'urbain a été considéré comme un milieu émancipateur, comme la seule condition de possibilité de la vie civilisée. La ville serait même un espace révolutionnaire. Pour d'autres, l'univers urbain est totalitaire, dépossédant, inhumain, voire déshumanisant. Cela mise sur le fait que tout repartira au contraire de la ruralité, des bidonvilles, des marges officieuses ou au moins des tactiques de détournement de la machine de guerre urbaine et du striage du territoire qu'elle organise à grande échelle avec ses infrastructures énergétiques et de mobilité. Quel rôle souhaitent jouer les concepteurs et conceptrices dans ce débat? Et qu'est-ce que l'architecture et le design peuvent bien y apporter? La configuration des milieux est capitale pour les systèmes sociaux et politiques. Après tout, l'état actuel des paysages, quel qu'il soit, est le résultat de milliers d'années de modelage. Il n'y a pas besoin de tomber dans une quelconque pensée déterministe pour réaliser à quel point sa disposition précise est une condition de possibilité de premier ordre pour toute société autant que pour tout individu.
À cela, j'ajouterais que, par définition, l'architecture et le design sont des disciplines expertes, qui dépossèdent les habitants de la nécessité de configurer eux-mêmes leurs habitations. De sorte que ces deux champs ne peuvent être considérés comme des projets d'habiter, sauf à être à la fois le concepteur et le client. Comment alors, dans ce cadre, peut-on penser à satisfaire à l'habitable d'autrui? Une technique parmi tant d'autres. On peut s'intéresser à l'idée de capabilité. Penser, avec Amartya Sen et Martha Nussbaum, à la capabilité, c'est dire la relation entre une capacité, hors sol a priori, et un milieu de déploiement précis. Si je sais marcher, j'ai une bonne capacité de marche. Mais sur l'autoroute, ma capacité de marche est quasiment nulle. C'est en ce sens qu'on peut s'interroger. Les paysages que nous construisons favorisent-ils les capacités fondamentales? Accompagnent-ils ou résistent-ils aux désirs et aux modalités d'habiter de chacun, dans leur diversité, leur imprévisibilité, leur métamorphose constante? Notion paradoxale et intéressante pour ça, à mon avis, la capacité désincarne autant qu'elle resitue. Si le design est avant tout une injonction à la consommation, alors nous devons rejeter le design. Si l'architecture est avant tout la mise en forme des modèles bourgeois de la propriété de la société, alors nous devons rejeter l'architecture. Si l'architecture et la planification urbaine sont avant tout la reproduction de l'injustice des divisions sociales présentes, alors nous devons rejeter la planification urbaine et ses vides, jusqu'à ce que toutes les activités de conception soient tournées vers la satisfaction des besoins premiers. D'ici là, le design doit disparaître. Nous pouvons vivre sans architecture. C'était en 1971, c'était des propos d'Adolfo Natalini, qui était un des membres fondateurs de Superstudio. En Ile-de-France, tous les ans, le festival organisé par Bellastock offre un temps où apprendre en s'amusant, où échanger librement, où observer et s'exercer à la construction élémentaire, où revenir le temps d'un instant aux besoins primaires et les moyens de leur accompagnement, par l'architecture la plus archaïque qui soit. Bellastock est l'un des 6 lauréats 2020 du palmarès des jeunes urbanistes, distinction nationale prestigieuse. Je remarque que les éléments sont souvent laissés pour compte dans les discussions sur le sauvage. À de nombreux égards, pourtant, ils incarnent l'apogée du sauvage, entendu au sens de ce à quoi répond le domestique, ce que l'anthropique regarde, et copie même, tant bien que mal. Des exemples existent qui me font dire qu'un hommage digne à ces éléments existe aussi, ici chez Wiscan ou chez Olafur Eliasson. Mais nous ne vivons pas dans l'esprit d'un idéaliste, pas plus que dans un musée d'art contemporain. Et voilà qu'il nous faut habiter un monde fait d'une synthèse du sauvage qui est d'une toute autre nature. Notre quotidien est fait d'une multitude de reproductions élémentaires, miniatures, mises en scène pleinement kitsch, un univers sans profondeur, pour une humanité unidimensionnelle. Chez Baudouin de Bodina, cette citation de Louis Mumford. Citation: « Si l'homme, à l'origine, avait habité un monde aussi uniformément dénudé qu'un grand ensemble d'habitations, aussi terne qu'un parking, aussi dépourvu de vie qu'une usine automatisée, on peut douter qu'il ait eu une expérience sensorielle assez variée pour retenir des images, modeler un langage ou acquérir des idées. » À droite, le texte mythique de Rem Koolhaas, Junk Space. Je vous invite très fortement à lire, relire et relire encore. C'est un texte très court, écrit au 6e degré, avec une succession d'allégories, d'analogies et de métaphores, mais qui est toutefois très clair lorsqu'on prend le temps de s'intéresser un peu à son propos sérieusement. Le junk space n'est pas le déchet, l'espace jeté, l'espace poubelle. C'est l'espace jetable, l'équivalent spatial du Kleenex, dans toutes ses versions à fleurs, odorantes, molletonnées ou top budget. C'est ce à quoi nous sommes réduits, nous, concepteurs contemporains, dans la grande majorité des cas. Une synthèse cheap du réel, et nous sommes agencés pour être dans le monde de la consommation, de produits remplaçables, prêts à jeter. À gauche, une photographie de Martine Parr, intitulée elle aussi Junk Space, parue juste avant le texte de Rem Koolhaas. Il faut se méfier des nostalgiques, du passé fantasmé, des regrets d'un monde qu'on n'a pas connu. Il ne faut pas trop idéaliser les choses. Ça ne m'empêchera pas de constater que d'autres univers que celui du junk space ont existé et existent encore ici et là. Et de bien sentir qu'émane de leurs murs de pierre qui moutonnent un sens qui n'est pas reproductible en PVC, en imprimé, en achat libre-service ou par projection numérique.
Nous voilà bientôt arrivés au terme de ce propos, toujours pris dans ces deux contradictions initiales finalement. D'une part, comment envisager ce monde moderne liquide de façon biorégionaliste? Un réensauvagement intérieur est-il sérieusement possible dans cet univers pipeau, fake, jetable, simulacre, faucheton? Et d'autre part, que faire de tout ça en tant qu'architecte, que designer? C'est-à-dire à nouveau que pour pouvoir espérer changer les choses par une pratique biorégionaliste, il faudrait déjà qu'une telle pratique soit possible. Seul l'avenir le dira. Voilà donc les dilemmes de mon quotidien exposés au grand jour. D'un côté, un enthousiasme à constater l'existence bien réelle de mouvements et de projets écologiques expérimentaux sur toute la planète, qui s'appellent biorégionalistes ou autrement, des mouvements qui métamorphosent en profondeur mon regard sur le monde. Et dans le même temps, mes interrogations personnelles, sur le devenir de l'architecture, avec un grand A, ou plutôt ce qu'il en reste, ce que je souhaite en retenir, en dire, en transmettre. Je suis très troublé ces temps-ci de constater que j'ai toujours autant de fascination pour la Farnsworth de Miss, quoiqu'elle représente l'antithèse, à de nombreux égards, des idées biorégionalistes, par ses prétentions à l'universalité, à l'intemporalité, la manière dont elle incarne un savoir expert qui insulte à souhait le non-sachant et l'habitant, les façons dont elle se revendique d'une autonomie architecturale tout en travaillant avec les industries les plus déshumanisées et les plus polluantes qui soient, sans parler évidemment de son rapport terriblement dualiste à la nature sauvage. Et pourtant, quelle merveille! L'architecture, ça dépend. Voilà ce qu'a bien montré Jérémy Thiel. La prétendue autonomie disciplinaire n'est qu'un mythe entretenu par une profession pour ses propres intérêts. Et du reste, je vois bien que bon nombre de grandes œuvres architecturales bâties n'ont pas eu à choisir entre autonomie et hétéronomie, contemporanéité et intemporalité, localisme et universalisme. Une fois de plus, il faudrait pouvoir cesser d'opposer les contraires. C'est ce que me signifient aussi mes deux petits sauvageons domestiques de 2 ans et 7 mois. On peut être sauvage et domestique à la fois. C'est en revenant à un laisser-faire plus grand qu'on trouvera peut-être une issue. Un laisser-faire humain, j'entends par là accepter l'imprévu, l'accident, la différence, l'appropriation, le détournement. Et en même temps, un laisser-faire autre qu'humain, à savoir un laisser la place, laisser de la place, à la nature, au sol, aux animaux, aux végétaux, aux cours d'eau, de la place pour exister comme ils l'entendent. Cesser de tout contrôler pour retrouver un dialogue plus vivifiant pour les deux parties, un mutualisme plus équitable. Laisser faire pourrait nous permettre de nous concentrer sur autre chose, prendre du recul, suivre le cheminement des matières, par exemple, de l'extraction à l'habitation en passant par le transport, la transformation et la mise en œuvre, et observer à chaque fois les conséquences de nos actes, de nos dessins, de nos dimensionnements innocents. Quelles énergies ont été déployées pour suivre nos ordonnancements? Il faudrait une fois pour toutes évaluer les œuvres, non plus sur les photographies de la réalisation uniquement, mais aussi sur présentation de tout ce processus impliqué en amont de la réalisation. Pas de prix Pritzker pour qui a contribué à ravager la forêt amazonienne. Pas d'équerre d'argent pour qui a contribué à polluer des rivières, à importer des matériaux de l'autre bout du monde sans raison valable, à faire disparaître des savoir-faire locaux au profit de systèmes industriels machiniques déshumanisés. Laisser faire aussi dans le sens d'une confiance, d'une sérénité, laisser vagabonder son esprit, laisser venir à soi les possibles inaperçus, laisser émerger les ressources latentes, laisser sauvager le sauvage, qu'il soit humain ou non, qu'il soit animal ou végétal, qu'il soit habituel ou exceptionnel, qu'il soit séduisant ou repoussant. Laisser la place aux enfants, ces sauvages hyper domestiques. C'est pas facile. Dans une séance de la Société zoologique, M. Frédéric Vlest témoigne d'une étude qu'il a menée durant l'été 1909. Été qu'il a consacré à étudier le cri de l'escargot. Oui, les escargots parlent. Dans un article de 1913 intitulé « Le chant des mollusques et principalement de l'escargot », le commandant Eugène Casio écrit ainsi, je cite, « Le bruit que fait entendre l'hélix s'entend le plus souvent la nuit. C'est un son assez intense puisqu'on le perçoit d'une chambre à une autre, périodique, et comparable aux sons musicaux qu'on obtient lorsqu'on frotte avec un doigt mouillé les bords d'un verre à boire. » Fin de citation. L'escargot chante. Le saviez-vous? Moi pas. Peut-être parce que je n'avais jamais pris la peine de l'écouter, peut-être parce que j'avais supposé par avance qu'il était muet, peut-être parce que j'avais l'esprit et le corps ailleurs.
J'aime beaucoup ce titre d'un ouvrage d'Ivan Illich, et c'est avec lui que je voudrais conclure, en rappelant l'importance de ne pas oublier de se regarder avec fermeté dans le miroir du passé. Je vous remercie.